Israël a le droit de se défendre. Et Israël a le droit de se défendre. Notre solidarité avec Israël, qui a le droit à la légitime défense. Israel does have that right to defend herself. Israel hat das Recht, sich gegen diese. Israel has a right to defend itself. Israel has a right to defend itself. The Palestinians have the right to defend themselves. Look, if we finally beat Medicare. Bon, quand il faut choisir entre Israël et le reste du Moyen-Orient, l'Occident a choisi son camp. Et à la surprise de personne, ce camp, c'est celui des génocidaires et des colons. Au niveau européen, c'est assez catastrophique. Keir Starmer, le premier ministre de gauche, un ancien avocat en droit international, a décidé d'oublier tout ce qu'il a appris en cours et nous dit qu'Israël a le droit d'assiéger Gaza. A siege is appropriate, cutting off power, cutting off water. Well, I think that Israel does have that right. Tout en continuant à leur envoyer des armes et des renseignements. Les Allemands, eux, montrent qu'ils sont incapables d'être du bon côté de l'histoire. À défaut de le commettre, le génocide, ils décident de le défendre à la Cour de justice internationale. L'Italie, c'est pas mieux. Un gouvernement de fascistes qui en soutient un autre, c'est pas particulièrement étonnant. Et notre Macron national et son gouvernement, ça donne quoi? En vrai, c'est globalement la même. Ils font genre qu'ils sont critiques d'Israël, mais leur envoient des armes en soum-soum. Même quand Israël kidnappe l'équipage de la flottille de liberté en eau internationale, dans l'illégalité la plus totale, alors que la moitié de l'équipage est français, Macron y ferme les yeux. I'm legally blind, I can see, barely. Heureusement qu'il y a l'Espagne qui relève un tout petit peu le niveau. Mais même si ce niveau de lâcheté et de complicité, c'est pas particulièrement étonnant venant de Macron ni du reste des pays occidentaux, tu sens quand même qu'ils ont un peu les mains liées. Ils voient que leur position est intenable, qu'ils seront jugés par l'histoire et je l'espère aussi par la Cour pénale internationale. En plus de ça, ils subissent aussi des humiliations fréquentes venant du gouvernement israélien. Va te faire foutre. Ce sont les mots qu'a sobrement écrit Yair Netanyahou, le fils du Premier ministre israélien, à Emmanuel Macron. Et tu sens qu'ils veulent réagir, mais qu'ils peuvent pas. Chacun de ces pays a une histoire particulière avec Israël qui pourrait expliquer leur complicité. Les Anglais sont les premiers soutiens des mouvements sionistes au début du XXe siècle, et ils ont aussi été les premiers à approvisionner les colons avec des armes pour la Nakba en 1948. Les Allemands, eux, ont la culpabilité de l'Holocauste, qui les a poussés à faire de la défense d'Israël une raison d'être pour leur État. Et la France, elle a soutenu Israël dès sa création, et lui a même permis de s'équiper de l'arme nucléaire. Dès 1957, elle envoie en Israël 700 techniciens et ingénieurs français qui participent à la construction d'un réacteur et d'une usine de séparation du plutonium nécessaire à la fabrication d'une bombe atomique. Ces pays ont des liens anciens et profonds avec l'État d'Israël. Mais est-ce que c'est vraiment pour ça qu'ils le défendent autant? En fait, la vraie raison, elle est beaucoup plus simple. Si tous ces pays ferment leur gueule, c'est pas juste parce qu'ils n'ont pas de colonne vertébrale. C'est parce qu'ils obéissent au même maître. Et ce maître, c'est Washington. The big reveal not going quite to plan. Keir Starmer scooping up his precious US-UK trade deal. Very important document. Stop it. Get some help. Et ouais, désolé de vous décevoir les antisémites, mais vous n'êtes pas les bienvenus ici. Si vous pensez que la complicité des Occidentaux est due à un réseau ténébreux de juifs qui contrôle le monde, vous regardez le mauvais film. L'Europe, aujourd'hui, en fait, c'est la salope des États-Unis, totalement vassalisée. La politique étrangère des États-Unis est imposée aux Européens sans discussion. À part qu'il faut comprendre que les États-Unis, leur priorité, c'est de défendre Israël, pas les Juifs. Sinon, ils n'auraient pas refusé d'accueillir les réfugiés juifs d'Europe pendant la Shoah, par exemple. Les Américains soutiennent Israël pour défendre leurs intérêts. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi c'est le cas. On va commencer par la raison la plus simple, que ça leur permet de se faire élire. Just follow the money. Les élections américaines, c'est littéralement un pay to win. Alors certains d'entre vous vont me dire que c'est pas juste chez les Américains. Et c'est vrai. Mais comme à leur habitude, eux, ils sont vraiment dans l'excès. On va regarder les dernières élections présidentielles américaines. À votre avis, combien a coûté la campagne de Kamala Harris? $1,6 milliard. Pas 1,6 million, pas 16 millions, 1600 millions de dollars. Et Trump était pas loin avec 1,1 milliard. 1,6 milliard de dollars pour 75 millions de votes, c'est à peu près 22 dollars par électeur. Soit un quart d'un menu à la case d'Allery de Zach Nani. Et tout cet argent, vous croyez qu'il vient d'où? Il vient en petite partie des électeurs et des contributions individuelles, c'est vrai. Mais il vient surtout des PAC. Les PAC, c'est les Political Action Committees. En gros, c'est un mot compliqué pour dire des lobbies. C'est un moyen pour les entreprises et les riches d'acheter de l'influence de façon illimitée. Et je sais ce que vous allez me dire. Jack, qu'est-ce que tu nous racontes là? C'est impossible que ça soit légal. Mais je pense que vous oubliez qu'on parle des États-Unis. Ce pays, c'est GTA. Si t'as de l'argent, rien n'est illégal. Mais du coup, si je vous parle des PAC, c'est pas juste pour vous rappeler que les US, c'est une dystopie capitaliste. C'est parce qu'on peut pas parler de la relation entre Israël et les États-Unis sans parler des PAC. American Israel Public Affairs Committee, or AIPAC. C'est l'un des plus gros lobbies aux États-Unis. Depuis quasiment 70 ans maintenant, AIPAC rince les politiques américains de montagnes de cash pour acheter leur allégeance à Israël et sa défense. Et c'est même pas un secret ce que je vous dis. Ils flexent eux-mêmes le fait qu'ils peuvent acheter des élections. Et les politiques qui financent, eux, s'affichent ouvertement à leurs conférences.
En gros, c'est un lobby qui est capable d'assurer la réélection d'un sénateur, comme de lui coûter son poste s'il n'est pas assez pro-Israël en soutenant un challenger plus docile. I was offered $20 million to withdraw from the senatorial race and run against my friend Rashida Tlaib. This is Nasser Beydoun, a U.S. Senate candidate from Michigan who claims he was asked by pro-Israel organization AIPAC, American Israel Public Affairs Committee, to run against the only Palestinian-American senator, Rashida Tlaib. Et le pire, c'est que leur influence, elle n'est pas juste limitée à un seul parti. Ils financent quasiment autant les démocrates que les républicains. Et ça, c'est une des raisons pourquoi la défense d'Israël est une politique où les deux camps sont globalement alignés. Les deux partis sont d'accord pour massacrer les Palestiniens. Les républicains, eux, sont juste plus ouvertement génocidaires, alors que les démocrates partagent leur soif de sang, mais eux la présentent avec un vernis humaniste et semi-progressiste. Les deux vont soutenir l'envoi d'avions de chasse pour bombarder des civils musulmans, mais les démocrates, eux, se féliciteront de l'avoir fait avec des pilotes qui sont des femmes noires. AIPAC et ses politiciens, tout comme Israël, a comme objectif de créer un lien indissociable entre les juifs et le sionisme. Toute critique d'Israël serait antisémite, et quiconque veut défendre Israël doit lui envoyer des milliards en armement chaque année pour bombarder tous les musulmans du coin. Mais ça protège pas les juifs. Au contraire, ça la met en danger. Chaque acte d'agression d'Israël provoque à la fois des représailles de leurs voisins, tout en faisant exploser l'antisémitisme dans le reste du monde. Ça peut avoir l'air un peu surprenant ou contre-intuitif. Et c'est là qu'il faut comprendre une chose. AIPAC est un lobby pro-israélien, pas un lobby pro-juif. Même si une bonne partie du soutien financier d'AIPAC vient de juifs, c'est vrai. Ce lobby bénéficie également d'un soutien très important venant d'organisations de chrétiens évangéliques comme CUFI, Christians United for Israel. Ces organisations mettent des pressions aux politiques et représentent un énorme bloc électoral avec leurs 10 millions de membres. Et les évangéliques, eux, ils soutiennent pas Israël parce qu'ils adorent les juifs. Bien au contraire. So he went to the Jews of Europe and said, I want you to come and join me in the land of Israel. So few went. Herzl went into depression. Those who came founded Israel. Those who did not went through the hell of the Holocaust. Then God sent a hunter. A hunter is someone who comes with a gun and he forces you. Hitler was a hunter. And the Bible says, Jeremiah writing, they shall hunt them from every mountain and from every hill out of the holes of the rock. Selon leur lecture de la Bible, pour que Jésus revienne, il faut une bonne grosse apocalypse au Moyen-Orient. Israël doit exister et Jérusalem doit être aux mains des Juifs. Il doit aussi y avoir une guerre entre le bien, Israël, et les forces du mal, les méchants musulmans, russes et africains. Et une fois que cette guerre aura éclaté, qu'est-ce qui se passe? Jésus, il descend. Il fait le tri, il sauve les chrétiens et les juifs qui veulent bien se convertir. Et les autres, ils brûlent en enfer. The Bible teaches that Russia, Iran, Ethiopia, Libya, Turkey, and other nations will come down under a UN flag, and they will invade Israel at this particular point. The horrific multinational fighting this preacher is describing is the Battle of Armageddon, which is supposed to happen right here, just as soon as Israel is a fully Jewish state. The final act of the book of Revelation is going to begin right here at this place. And when Israel's about to be defeated, the Bible tells us that Jesus Christ himself will intervene. 2/3 of Israel will die. It's Zechariah 13, I think, maybe verse 7, 8, 9, right in that area. Yeah. And that 1/3 will then turn to Messiah en masse when he comes back. We're going to be converting people by the hundreds of thousands during this time. It's going to be the best of times and the worst of times. Ils se battent évidemment les couilles de la vie des musulmans, mais aussi des juifs qui veulent l'utiliser comme chair à canon pour leur délire apocalyptique. Donc les évangéliques soutiennent Israël non pas parce qu'ils sont woke, mais parce qu'ils ont besoin d'eux comme déclencheurs de fin du monde. Ils sont sionistes par antisémitisme. En plus du motif religieux derrière l'utilisation d'Israël comme chair à canon, il y a aussi le motif impérialiste dont on va discuter maintenant. On a parlé de comment le lobby pro-israélien réussit à acheter une majorité des politiciens américains. Mais les États-Unis, ils soutiennent pas Israël juste parce qu'ils financent leur campagne. Ils le soutiennent aussi parce que Israël est leur base avancée au Moyen-Orient. Un hub impérial planté stratégiquement dans une région explosive. Une région au croisement de 3 continents où on trouve à peu près la moitié des gisements de gaz et de pétrole du monde. Et surtout, une région pleine de pays qui n'en peuvent plus de l'hégémonie américaine. Death to America, pour eux, c'est pas juste un slogan edgy. C'est une haine justifiée pour une nation qui a ruiné leur vie, détruit leur pays et assassiné leurs rêves. Faut pas oublier que la région se fait déstabiliser par les Américains et leurs proxys depuis à peu près un demi-siècle. Donc quand en plus il y a les Israéliens qui arrivent avec leurs dômes de fer, leur arrogance occidentale et leur musique techno inaudible, les pays voisins ils étaient pas trop fans. Et contrairement à leurs autres bases militaires américaines dans la région, genre celle au Qatar, en Turquie ou à Djibouti, l'armée israélienne, elle a pas besoin de permission pour frapper. Et ça, c'est le vrai luxe pour Washington. Pas de justification au Congrès, pas de coalition internationale à monter, pas de cercueil d'Américains à rapatrier. Israël fait le sale boulot, et le fait très bien. Ils bombardent la Syrie, l'Iran, le Liban, le Yémen. Ils détruisent Gaza et oppriment la Cisjordanie. Ils surveillent la région et traquent les opposants. Et tout ça sans que les États-Unis aient besoin de lever le petit doigt. Ça, c'est la guerre sans frais humains. Enfin, sans frais humains américains, bien sûr. Bref, le rôle d'Israël, c'est pas la défense. Ils protègent pas la paix. Ils organisent l'instabilité et le chaos. Et ce chaos, il est utile. Très utile même. Parce que quand le Moyen-Orient est instable, les régimes autoritaires locaux, souvent installés par les Occidentaux d'ailleurs, ont besoin de plus d'armement qu'ils achètent aux Américains pour se protéger.
Les populations sont trop occupées à survivre pour faire des révolutions. Et surtout, les pipelines, les gisements, les routes commerciales deviennent des enjeux de sécurité à défendre par l'armée américaine. Chaque guerre, chaque tension, chaque frappe préventive, c'est une excuse de plus pour maintenir une présence militaire américaine. Pour placer des bases, pour signer des contrats d'armement, pour imposer des traités énergétiques inégalitaires et leur facturer la reconstruction d'infrastructures. Et tout ça, c'est pas gratuit, c'est vrai. Mais c'est rentable, juste pas pour tout le monde. Israël, c'est un client VIP du complexe militaro-industriel américain. Un client qui achète pour des milliards de dollars d'armement chaque année, mais la plupart du temps, ils le font avec l'argent du contribuable américain. Juste pour rappel, les Américains, ils n'ont pas de sécurité sociale, ils ont un système de retraite cassé et des infrastructures qui s'écroulent. Plus la moitié des Américains n'a pas d'épargne. Et au lieu d'utiliser leurs impôts pour essayer de régler ces problèmes, ils envoient 23 milliards en 3 ans pour financer un génocide. For meeting with me, Sam. Of course, sir. What's the issue? Well, there's no easy way to say this, but somehow Thanos returned. He's going to destroy our universe. Well, the Avengers are gone, sir. What do? Don't worry, I'm going to give $5 billion to Israel. Et la stratégie est claire. Plus il y a de conflits, plus Israël passe commande. Et plus Israël passe commande, plus Lockheed Martin, Raytheon, Boeing et Palantir remplissent leur carnet de commandes et reversent des gros dividendes aux actionnaires. Et c'est pour ça que chaque guerre que mène Israël fait exploser la bourse de l'armement. C'est pour ça que les usines tournent H24 dès qu'un ministre israélien dit qu'il prépare une opération terrestre. Israël est devenu une vitrine de démonstration, un showcase pour les armes américaines. Une pub vivante où les bombes sont testées en situation réelle sur des vrais immeubles, de vraies écoles, de vrais enfants. Et ça fait vendre. Mais la domination américaine dans la région ne se résume pas à la guerre. Elle concerne aussi le contrôle des ressources naturelles, et Israël joue un rôle central dans ce jeu-là. Il participe à l'encerclement de l'Iran, il renforce les dictatures du Golfe qui pactisent avec Washington, et surtout, ils empêchent toute intégration régionale qui pourrait menacer le monopole occidental. Pour résumer, Israël, c'est pas un petit pays assiégé. Un tout petit état tout mignon, tout gentil, qui se bat contre ses voisins les musulmans barbares, qui veulent le détruire juste parce qu'ils sont nés antisémites. Les pays du Moyen-Orient ont vécu le pire de l'impérialisme américain. Et du coup, ils reconnaissent un avant-poste colonial quand ils en voient un. Et Israël, c'est un agent local de l'Empire. Une plateforme coloniale hyper militarisée, financée par les États-Unis pour frapper leurs ennemis et maintenir la stabilité, tester des armes et sécuriser l'accès aux ressources. Tout ça sans envoyer un seul soldat américain sur le terrain. Et ça, c'est le rêve mouillé des capitalistes militaires américains. On a vu les raisons électorales, on a vu les raisons géopolitiques, et maintenant on va parler du côté idéologique qui justifie tout ça. Parce que soyons clairs, le soutien américain à Israël, c'est aussi un fantasme culturel. Dans le storytelling occidental, Israël n'est pas un État colonial brutal. Non. C'est la seule démocratie du Moyen-Orient. Un miracle technologique, une start-up nation sortie des cendres de l'histoire pour défendre la lumière face aux ténèbres. Et les ténèbres, bien sûr, c'est ceux qui brûlent des drapeaux, portent des kéfiers, prient trop fort ou ont trop de cousins. Eux, ils sont trop éloignés de l'Occident. Pas géographiquement par contre. Parce que Beyrouth, par exemple, c'est techniquement plus proche de Paris que Tel Aviv. En fait, ils sont trop éloignés des fameuses valeurs de l'Occident. Alors que les Israéliens, eux, ils sont comme nous. Ils ont la Gay Pride, des plages nudistes et des festivals de techno. On les invite à l'Eurovision, ils participent à l'Euro de foot et à la Ligue des Champions. Mais attention, hein, c'est pas des colons européens, c'est eux les vrais indigènes. Attendez, on me dit quelque chose dans l'oreillette. Comment ça, 66% des Israéliens sont allergiques au pollen des oliviers? Allergiques à un arbre historiquement lié à la région? That's suspicious. That's weird. Parce que non, Israël, ça peut pas être un projet de colonisation. Enfin, pas ouvertement. Pas parce que la colonisation c'est un crime contre l'humanité et que c'est moralement répréhensible. Ça, c'est pas vraiment le problème. C'est surtout qu'Israël est arrivé un peu tard. Un projet colonial dans un monde qui se décolonise. C'est comme arriver à une soirée Halloween avec un blackface en 2025. Et du coup, si tu veux faire survivre un état d'apartheid hyper belliqueux et rempli d'Européens en plein Moyen-Orient, tu vas avoir besoin de l'aide des Américains. Et ça tombe bien, parce que eux aussi, ils connaissent très bien la colonisation. Dès la naissance de la nation américaine, ils créent le Manifest Destiny, un projet suprémaciste blanc et génocidaire pour justifier l'extermination quasi totale des autochtones. Donc construire un État sur les cadavres de la population locale, ça leur rappelle des bons souvenirs. Mais ils se sont pas arrêtés là. L'Empire américain, il s'est aussi construit sur la domination militaire. Son économie, sa diplomatie, mais surtout son récit national. Et donc du coup, ils ont besoin de faire la guerre partout et le plus souvent possible. Sauf que pour faire ça, faut créer des gentils et des méchants comme dans les films Marvel. Créer un axe du mal comme l'avait fait Bush. Et comme ils sont méchants, tuer 4,5 millions de musulmans au Moyen-Orient, ça passe beaucoup mieux. Surtout si tu fais le travail de propagande correctement avant. Ils nous détestent pour qui nous sommes. Why do they hate us? They hate what they see right here in this chamber. A democratically elected government. Their leaders are self-appointed. They hate our freedoms. Our freedom of religion. Our freedom of speech. Our freedom to vote and assemble and disagree with each other. C'est des barbares qui utilisent des boucliers humains. Saddam Hussein has placed Iraqi troops and equipment in civilian areas, attempting to use innocent men, women and children as shields for his own military. Leurs femmes sont soumises, elles ont besoin d'être libérées.
The women and children of Afghanistan have suffered enough. This great nation will work hard to bring them hope and help. Ça vous rappelle quelque chose tout ça? Le même playbook utilisé par les Américains pour l'Irak et l'Afghanistan est utilisé par Israël aujourd'hui. Et exactement comme les Américains, le Moyen-Orient déteste les US et Israël parce que c'est eux qui les massacrent en toute impunité depuis des décennies. Israël, c'est pas juste un gendarme militaire, c'est aussi un mur symbolique. Et ce mur, il est racialisé. D'un côté, t'as les blancs, les occidentaux, les libéraux, les démocraties. Et de l'autre, t'as les musulmans, les arabes, les sauvages, les ennemis de la liberté. Et Israël, il est du bon côté de cette ligne raciale. C'est pour ça que la survie même du peuple palestinien est vue comme une menace existentielle. Et pas juste pour Israël, mais pour l'ordre impérial tout entier. Parce que si les Palestiniens survivent et s'émancipent, ça veut dire qu'un peuple colonisé peut reprendre sa terre, qu'un projet colonial peut être vaincu, qu'un ordre mondial peut s'effondrer. Et ça, pour Washington, c'est inacceptable. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, on peut enfin répondre à la question suivante. Pourquoi est-ce que les États-Unis soutiennent autant Israël? Est-ce que c'est par amour des Juifs? Les évangéliques qui financent les lobbies pro-israéliens veulent les voir mourir pour assurer leur ascension au paradis. Est-ce que c'est par défense des droits humains? Sérieusement? On me l'avait pas sorti celle-là depuis longtemps. Ou est-ce que c'est parce que Israël c'est une démocratie? Demandez aux citoyens palestiniens d'Israël, aux Gazaouis ou aux habitants de Cisjordanie si Israël c'est une démocratie. Et en plus, les US, la démocratie ils s'en battent les couilles. Sinon, ils financeraient pas 73% des dictatures dans le monde. Non, ils les soutiennent parce que ça leur rapporte. Israël leur permet de tester des armes, vendre des missiles, foutre le bordel dans la région, surveiller leurs ennemis, détourner l'attention et revivre les plus grands hits de leur histoire coloniale. Et au passage, ils sacrifient les Palestiniens, les Syriens, les Libanais, les Iraniens, les Yéménites, mais aussi leurs propres citoyens. Parce que pendant que Washington finance l'apartheid, les ponts s'écroulent à Minneapolis, des gosses américains meurent faute d'assurance maladie, et les étudiants s'endettent sur 50 ans parce qu'ils ont osé vouloir apprendre à lire. Parce que le plus important, c'est que les bombes tombent et qu'elles soient made in USA. Et surtout, qu'elles explosent sur le bon type de corps. Sur une touche plus personnelle, j'ai toujours porté dans mon cœur la lutte pour la Palestine. J'ai grandi dans un pays où, quand je rentrais de l'école, je voyais mes parents regarder la couverture de la deuxième intifada sur Al Jazeera. C'est aussi cette lutte qui a commencé ma politisation en 2021. Je me rappelle avoir passé l'été entier à suivre la énième agression israélienne sur Gaza et à me demander pourquoi les médias occidentaux n'en parlaient pas, si ce n'est pour reprendre la propagande de Tsahal. Et ça m'a poussé à lire, à m'informer sur les causes de ces différences de traitement et des raisons derrière ce deux poids deux mesures. Au lieu de tomber dans les discours conspirationnistes antisémites, j'ai essayé de comprendre les vraies causes de ce conflit. Et c'est à travers mes recherches que j'ai découvert les ravages de l'impérialisme et du capitalisme. Mon objectif à travers cette vidéo, c'est de vous donner les outils pour briser les mythes et la propagande, pour en discuter avec votre famille, vos amis, vos voisins. Je vous préviens tout de suite, vous n'allez pas pouvoir convaincre tout le monde. Mais si vous arrivez à faire changer la vie d'une seule personne, biberonnée à la déshumanisation des Palestiniens, c'est déjà un exploit. N'hésitez pas à vous abonner, commenter et liker, ça booste la vidéo et ça me permettra d'atteindre plus de personnes. Et je vais vous laisser avec une dernière phrase de Rima Hassan que j'aime particulièrement. On pense libérer la Palestine, mais c'est elle qui chaque jour nous libère un peu plus.